Dans une tente, abritée du soleil, se tenait un homme en tenue militaire. Devant lui, un démon aux cheveux blancs s'adressait à lui en tant que Lord Noct. Il rapportait que toute l'armée du roi démon était prête. En entendant la nouvelle, Noct se leva, faisant face enfin à la guerre finale contre les humains. Alors qu'il sortait de la tente, l'annonce de son apparition, le roi démon fut faite, se réunissant avec ses générales. Il était temps de partir. Parmi les générales se trouvait la souriante Zella Luna, qui avait des oreilles de loup, la petite Azélia, Aoni Elga, ainsi qu'Isabelle et Liana, l'une avec des cheveux verts et l'autre d'origine arachnéenne. Enfin, il y avait la main droite de Noct, Lilith, prête pour la bataille. Elle rapporta le nombre d'ennemis humains, 10 000. Cependant, le nombre de l'armée du roi démon s'élevait à 500 000. Elle était confiante qu'avec ces chiffres, il ne perdrait les pas lors de ce moment final. Noct se souvint de son long voyage au Japon où il subissait du harcèlement. Il avait vu sa vie se terminer dans un accident avec un célèbre camion. Il avait pensé qu'il serait sauvé en se réincarnant, mais continuait à subir du harcèlement dans sa seconde vie car il était né en tant que démon. La seule qui lui avait tendu la main était Lilith. Avec son aide, le puissant pouvoir magique de Noct s'était éveillé, lui permettant d'atteindre le pinacle de la race démoniaque et de devenir le roi démon. Noct Rex Tenebris. Voyant Noct réfléchir un moment, Lilith voulut savoir ce qui lui traversait l'esprit, mais il ne dit rien. Il se contenta de se rappeler qu'il avait déjà fait endurer de nombreuses choses à ses compagnes et que maintenant, il ne demanderait que de les avoir à ses côtés encore un peu plus de temps. Face à l'enthousiasme du protagoniste, toutes ses compagnes le suivirent. En tant que leader, Noct voulait vaincre les humains pour conquérir la liberté pour la race démoniaque. Les humains furent durement frappés. Armés, les démons avancèrent avec toute leur force. Regardant le combat, le protagoniste attendit que ses subordonnés montrent le pouvoir de la race démoniaque qui, de toute son énergie, écraserait les humains avec leurs armes et leur magie. Au fond du camp humain, un groupe de soldats était réuni. Un soldat s'approcha du leader de cette escouade, l'avertissant que l'armée du roi démon se mouvait. Irrité, le leader de l'escouade interrogea les mages sur l'activation pour savoir si elle était prête. Cependant, ils demandèrent juste quelques secondes de plus. En utilisant des cristaux, la magie qu'ils avaient créée était en train d'être chargée. En un instant, des dizaines de cristaux magiques lancèrent des décharges à travers le champ, se dirigeant vers les démons. Le leader des mages sourit de manière maniaque en voyant le champ de suppression magique s'activer. En un clin d'œil, les éclairs se répandirent sur le champ de bataille, laissant Noct curieux. Alors qu'il réalisait que les unités de combat avaient cessé de bouger, ces éclairs parvinrent jusqu'à lui, le frappant lourdement. Noct et ses compagnes furent touchés par la magie. Suppresseurs de pouvoir, chacun d'eux sentit son pouvoir magique être volé, drainé, les empêchant de lutter. Observant avec des jumelles, un éclaireur humain vit l'armée démoniaque cesser de bouger. Le leader de l'armée s'y attendait déjà, sachant que les démons ne pourraient pas se battre avec leur pouvoir scellé. Le leader de l'armée humaine ordonna de commencer la phase 2 du plan, se préparant à téléporter l'escouade de scellement. Un groupe humain armé de épées fut enveloppé par une magie et commença lentement à disparaître devant le protagoniste et ses compagnons. Un portail apparut, libérant une grande quantité d'énergie. À partir de ce portail, le groupe humain réapparut. Le protagoniste était irrité, volant le pouvoir magique pour créer une opportunité d'attaque surprise. Pas mal, mais mon pouvoir magique n'a pas été autant supprimé que ça. Élevant la main, le protagoniste créa une sphère d'énergie sombre pour lancer une attaque. Cependant, ses yeux aperçurent quelque chose qui le choqua. Il réalisa que les humains ne portaient pas d'épées ordinaires. Immédiatement, il ordonna à ses compagnons de reculer, mais la voix sombre du leader humain surgit, accompagnée d'un sourire. Il est trop tard. Avec l'ordre du leader de l'armée, le dispositif de scellement fut activé par ceux qui portèrent les épées. Lilith et les autres filles souffrirent de cette magie. Voyant qu'elles ne pouvaient pas gérer cela, le protagoniste ordonna à toutes de reculer. Cependant, avec l'activation de ce dispositif, le pouvoir tomba rapidement sur elles et toutes furent transformées en pierres de cristal. Le protagoniste gronda de colère, n'ayant jamais imaginé que le pouvoir de son armée serait volé et utilisé pour sceller ses commandantes. Il n'avait jamais imaginé que les humains pourraient créer de tels outils. Il avait sous-estimé les humains. Voyant que Lilith n'avait pas encore été complètement transformée en cristal, Noct tenta de l'aider, mais il se rendit vite compte qu'il était trop tard. Il ne put que s'excuser pour ses erreurs. Cependant, même dans ces derniers instants, Lilith sourit. « Jamais, je pourrais me repentir. J'ai été tellement heureuse de passer mon temps avec toi, Lord Noct. » En étant enveloppé par le cristal, les larmes de Lilith furent éternisées. Le protagoniste cria pour elle, mais il ne pouvait rien faire. Il gronda les dents, tandis que les larmes mouillaient également son visage.
visage. Voyant toutes ses commandantes être vaincues, il s'injuria 1000 fois, se blâmant. Transformé en cristal avec ses compagnons, il se sentit responsable d'avoir été imprudent. L'éclaireur informa son chef du succès dans le scellement des généraux de l'armée démoniaque. Ainsi, le leader de l'armée ordonna à toutes les troupes d'attaquer et d'exterminer l'armée démoniaque. Il sourit malicieusement, espérant voir cette espèce laide et inférieure succomber après la défaite de l'armée du roi démon. L'humanité a atteint 3000 ans de prospérité. Par conséquent, les sceaux qui retenaient les démons ont commencé à se fissurer. Le premier à sortir du cristal était Noct. En se réveillant, il a regardé autour de lui, se demandant où il se trouvait. En se retournant, il a cherché ses compagnons. Malheureusement, il a réussi à en voir quelques-uns. Succobulilith s'était également réveillé de ce sommeil, tout comme Zéla, l'elfe noir. Et enfin, Zélia, respectivement les commandantes du premier, deuxième et troisième corps démoniaque. En voyant les trois filles qui avait été avec lui depuis le début se réveiller, Noct se demanda si cela avait été le destin, demandant aux trois de rester là pour l'instant. Le protagoniste déclara qu'il allait explorer l'endroit. Zélia était inquiète qu'il parte seul, et Zéla voulait au moins aider avec l'escorte. Lilith tendit sa main en demandant à son seigneur de s'arrêter, mais il les regarda profondément, ordonnant qu'elles restent. Il demanda qu'elles obéissent, car il ne voulait pas la voir se surcharger, malgré leur désir d'aider. Les trois obéirent. Après avoir marché un certain temps dans cette grotte, le protagoniste se trouva face à une lumière. Il trouva une grande quantité de cristaux magiques dorés qui lui firent soupçonner qu'ils étaient responsables de la rupture du sceau. Le protagoniste sortit de la grotte en entendant des bruits en haut d'une falaise. Il fut effrayé par ce qu'il vit là en bas. Des humains portèrent des vêtements et des armes très différents de ceux que Noct connaissait. Ils utilisaient des armes à feu. Cela fit demander à Noct combien d'années s'étaient écoulées. Le protagoniste s'approcha, se cachant derrière un arbre pour essayer de découvrir contre quel monstre les humains luttaient. Dans une grotte se trouvait un monstre avec plusieurs tentacules et un unique œil géant. Noct n'avait jamais vu cette créature auparavant. Pour lui, le roi démon ne connaître pas une créature signifiait qu'elle n'était pas une subordonnée de la race démoniaque. La confusion le poussait à se demander encore plus ce qui s'était passé pendant le temps où ils étaient scellés. Le protagoniste observa que les armes portées par les humains possédèrent des cristaux magiques, ce qui indiquait qu'elles étaient des objets précieux. Les voyant utiliser ces armes pour attaquer les monstres à un seul œil, inconnu pour lui, Noct se demanda d'où ils venaient, surtout parce qu'ils ne semblaient pas être des soldats ordinaires. Le chef de ce groupe armé confirma l'extermination du groupe de monstres, appelant ses compagnons à avancer. En voyant qu'ils avançaient dans sa direction, Noct se demanda s'il devait se cacher. Cependant, il prit une autre décision. Utilisant sa magie, il généra des vêtements qui ressemblaient à ceux de ces hommes. Le chef du groupe fut confus en voyant une nouvelle personne, soudain déguisée et portant un masque. Le protagoniste affirma s'être séparé de son groupe, demandant s'il pouvait se joindre à eux. Noct avait décidé de faire semblant d'être humble pour ainsi pouvoir s'intégrer. Les humains ne s'en soucièrent pas, mais demandèrent au protagoniste de montrer sa licence de chasseur. Sans comprendre pourquoi, il portait un masque. Découvrant que ces humains étaient des chasseurs, le protagoniste comprit que cet endroit était comme un donjon, et que ces hommes étaient des professionnels de l'élimination de bêtes. Se grattant la nuque, le protagoniste rit dépressivement. « J'ai fini par perdre ma licence en fuyant, et pour ce qui est du masque, je l'utilise pour cacher une vieille cicatrice. Une fois, je me suis cogné contre une pierre en tombant d'un pont. » Voyant les humains en silence, Noct se demanda s'il avait trop parlé. Cependant, il semblait s'en moquer, croyant qu'il était un novice et décidant de l'aider. Ils pensèrent qu'il pourrait lui donner un bouclier. Ainsi, les trois se dirigèrent vers l'intérieur de la caverne. En entrant, les deux hommes qui avancèrent devant rougirent en voyant ce qui se trouvait plus profondément dans la caverne. Là, se trouvaient trois filles démons, regardant leurs vêtements. Noct soupçonna qu'elles, étaient des esclaves qui avaient déjà perdu la volonté de résister. Il savait que, si elles utilisaient leur magie, elles pourraient facilement faire face à ces personnes, et il se méfiait qu'elles soient sous l'influence d'un type d'outil magique qui supprimait leur pouvoir. S'approchant de l'une d'elles, le protagoniste demanda pourquoi elles n'avaient pas essayé de s'échapper, ce qui serait facile si elles utilisaient leur pouvoir. Cependant, la démon qui parlait avec Noct ne comprenait pas ce qu'était la magie. Découvrant cela, le protagoniste rongua ses dents et se demanda si la connaissance des démons sur la magie avait été perdue. Si cela s'était réellement produit, elle ne pourrait pas se révéler. Voyant Noct s'approcher de l'une des démons, un des Atroséazep, humain sourit, demandant s'il cherchait un nouveau jouet. Lui et son ami sourirent malicieusement, affirmant qu'il pourrait lui en donner un plus tard. Face à la situation, le protagoniste soupira en entendant ces mots. La démone devant lui détournait le regard par peur, et cela le fit percevoir sa peur face à la situation. À ce moment-là, un cri se fit entendre de l'extérieur de la caverne. « Par ici, une bête dimensionnelle est apparue !» Le chef de ce groupe se leva d'urgence, ordonnant de commencer l'avancée. Cependant, les observateurs qui apparaissaient semblaient beaucoup plus puissants. Leur couleur était sombre et leurs yeux étaient bien plus
rouge. Voyant qu'il faisait face à des monstres de niveau argent, quelque chose qu'il ne s'attendait pas, le chef ordonna à tous de reculer pour placer les leurs devant eux. Un des humains attrapa le bras de l'une des filles démons, la lançant aux observateurs comme une offrande pour les distraire. La fille démon regarda vers le haut, voyant le monstre s'approcher, et en déplaçant rapidement son tentacule, l'observateur l'attaqua. Elle cria de peur, ferma les yeux et s'attendit à être frappée. Cependant, elle réalisa que rien ne s'était passé. Ouvrant de nouveau les yeux, elle vit que l'homme masqué avait arrêté l'attaque de la créature. Noct ne comprenait pas encore très bien comment le monde avait changé, mais il était certain d'une chose. Les humains, comme toujours, n'étaient rien d'autre qu'un fléau pour les démons. Face au monstre, Noct décida de ne pas utiliser de magie. Au lieu de cela, il invoqua une épée. Avec des coups rapides, il frappa l'observateur sous différents angles et, en quelques secondes, le monstre tomba au sol, déversant toute sa bave. Les jeunes démons furent surpris de voir que quelqu'un avait défendu et la personne qui avait vaincu le monstre réalisa qu'un autre s'était échappé. Alors qu'il marchait vers le monstre qui s'était échappé, Noct entendit un grand cri de terreur. La jeune fille qui avait été jetée en offrande s'approcha de lui en lui demandant pourquoi il l'avait sauvée. Pendant que l'observateur retenait l'humain qui criait, le frappant de plusieurs coups pour mettre fin à sa douleur, le protagoniste répondit à la question de la démone « Pourquoi penses-tu que je t'ai sauvé ? C'est assez évident, c'est parce que je suis le roi démon qui gouverne tous les démons. Alors, si tu veux redonner fierté à la race démoniaque, suis-moi. » Après avoir informé Lilith de ce qui s'était passé dans la caverne, le protagoniste rassembla tout le monde et quitta cet endroit. Par coïncidence, Zéla et Zélia réussirent à trouver un endroit nostalgique pour elle. Curieuse, une démone demanda quel endroit c'était, et Noct révéla que c'était le château du roi démon, où lui et ses 7 commandantes, en plus de nombreux subordonnés, avaient vécu, ou du moins c'était censé être le cas, car l'endroit était en ruine complète. En observant la destruction, Lilith crut que beaucoup de temps s'était écoulé depuis qu'ils avaient été scellés. Le protagoniste le croyait aussi et savait que, pendant tout ce temps, les démons avaient été opprimés par les humains. Lilith voulait déclarer la résurrection du roi démon immédiatement et déclarer la guerre aux humains. Cependant, Zéla croyait que ce serait une erreur, tandis que Zélia était excitée à l'idée de massacrer ces maudits humains. Cependant, Noct leur demanda de se contrôler, car elles ne pouvaient pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Cette fois-ci, ils voulaient procéder avec prudence. Se rappelant qu'ils avaient mentionné une ville humaine à proximité, Noct demanda à ce qu'on les guide là-bas. Lilith baissa la tête, obéissant à l'ordre et au désir de son seigneur. La ville locale s'appelait Hrothgar, et, près du centre de la ville, il y avait une succursale de la guilde des chasseurs. Dans l'un des étages de la succursale, un homme était assis à observer un grand cristal magique. Falgas, le chef de cette succursale, buvait du vin, appréciant le cristal qu'il avait obtenu lors d'une enchère. Pour lui, regarder ce cristal était la meilleure chose qu'il pouvait faire. Mais à un moment donné, cela le rendit irrité, car sa boisson était finie. Il leva la bouteille, ordonnant qu'on lui apporte une autre boisson, et avec un mouvement lourd, il posa la bouteille sur la table. Cependant, il devint encore plus irrité, car la table trembla. Sous la table, une esclave démon soutenait la table avec son propre corps. Cependant, étant faible, elle ne put plus tenir et tomba lourdement au sol. Agacé par les actions de la fillette, Falgas versa toute sa boisson sur elle. « Une inutile, on dirait que tu dois aussi être puni. Viens ici. » Tirant le démon par les cheveux, Falgas l'attira. Cependant, à ce moment-là, une voix résonna à la porte de l'étage. « On dirait que tu as un hobby intéressant. » Effrayé, Falgas se retourna, demandant qui était là. Sans se soucier de son attitude, Noct lui répondit « Je suis quelqu'un qui gouvernera cette filiale à partir d'aujourd'hui. Alors, félicitations. Tu deviendras une marionnette à partir de maintenant. » Falgas ne pouvait s'empêcher de croire que l'homme était fou. Irrité, il tenta d'appeler des agents de sécurité pour expulser Noct. Cependant, grâce au pouvoir de l'élite, personne ne répondit. Falgas, utilisant sa magie unique, la domination mentale, avait enchanté tous les chasseurs de la guilde. Falgas était effrayé de voir ce que le succube avait fait, se demandant qui étaient ces personnes. Noct répondit d'une voix sinistre « Nous sommes des démons, la fière race des ténèbres. Alors, fais l'expérience par toi-même de la douleur que tu as infligé à mes subordonnés pendant tout ce temps. » Regardant directement Falgas, la pupille de Noct devint plus fine. Il lança un sort qui fit subir à Falgas toutes les douleurs qu'il avait causées aux jeunes filles démons qu'il avait maltraitées tout au long de sa vie. Une fois l'attaque terminée, l'élite commenta que Noct n'avait pas besoin de faire ça personnellement. Mais le protagoniste affirma qu'il devait utiliser ses compétences de temps en temps pour ne pas perdre la pratique. Laissant Falgas derrière lui, le protagoniste s'approcha du cristal au milieu de la pièce. Sans attendre, il avait trouvé l'un des cristaux qui avait été
été utilisé pour le sceller avec ses commandants. En analysant ce grand cristal, Lilith confirma qu'il serait nécessaire d'utiliser des cristaux magiques pour briser le sceau. Après avoir réfléchi un peu, Nort décida de laisser le contrôle de cette filiale à Lilith afin qu'elle puisse rassembler des informations sans que les gens ne s'en aperçoivent. Fidèlement, Lilith accepta la mission. Avec curiosité, le succube demanda où son seigneur allait. Prenant un masque, il révélait qu'il allait obtenir des cristaux magiques, car depuis qu'ils avaient obtenu une filiale de la guilde des chasseurs, il pourrait feindre d'être un chasseur pendant un certain temps. Les environs de Rotesgar avaient un portail gardé par des chasseurs. S'approchant, le protagoniste montra une identification pour pouvoir passer. Les gardes étaient confus, car ils ne l'avaient jamais vu auparavant dans la filiale. Mais à la fin, ils crurent qu'il pouvait être un novice. Ils savaient que comme ce n'était pas un grand portail, il était courant que des novices aillent là-bas pour s'entraîner. Les portails étaient des zones composées de pouvoirs magiques qui se rassemblaient soudainement. À l'intérieur de ces portails, il y avait des créatures appelées bêtes dimensionnelles, ainsi qu'une grande quantité de cristaux magiques. En fait, il n'y avait pas d'endroit comme ça à l'époque où se trouvait Nort. Il était né, mais il était prêt à explorer de tels lieux pour la première fois. Il devait obtenir des informations au-delà des cristaux magiques pour, ainsi, retrouver ses commandantes et les libérer des sceaux. Noct ne planifiait une véritable bataille qu'après avoir rempli ses exigences. Sans que le protagoniste le sache, un groupe avait déjà traité avec les gardes pour entrer clandestinement par ce portail. Vêtu de capuchon, il portait une civière avec une fille attachée, immobile. Elle semblait plongée dans un sommeil profond, l'épée à la main. Le protagoniste vainquait plusieurs observateurs dans le donjon. Néanmoins, seuls des petits monstres apparaissaient et il ne parvenait pas non plus à trouver de cristaux magiques dans son périple. Après avoir défait des dizaines de monstres, il se demandait s'il aurait dû choisir un portail de rang supérieur. Lui et Lilith avaient découvert, grâce aux documents de Falgas à la guilde des chasseurs, que les portails étaient beau classés selon les niveaux des bêtes dimensionnelles. Les chasseurs avaient également des classements selon leur niveau de compétence. Les portails que les chasseurs étaient autorisés à défier étaient strictement réglementés. La licence de chasseur que Noct avait fait créer pour lui par le chef de la filiale, était classé au rang effet, puisqu'il était un novice. Bien qu'il aurait pu choisir un rang supérieur en vainquant quelques monstres de plus, il décida de considérer cela comme un simple exercice. Les portails étaient apparus dans le monde il y a environ 100 ans, et, s'ils étaient ignorés, continuèrent de s'étendre. Pendant ce temps, les cristaux magiques produits à l'intérieur des portails étaient devenus des sources d'énergie indispensables à la modernisation du monde. Les chasseurs étaient ceux qui défiaient ce mal nécessaire, recevant la tâche d'extraire des cristaux magiques et de soumettre les bêtes dimensionnelles. Tenant les cristaux qu'il avait récupérés, le protagoniste crut qu'il s'agissait d'une quantité décente. Alors qu'il pensait à s'en aller, Noct entendit un bruit. En se cachant, il trouva des personnes qu'il croyait être des chasseurs, mais réalisa qu'ils étaient vêtus de manière différente. Alors, il décida de les suivre pour découvrir leur véritable identité. Ce groupe s'enfonça dans les profondeurs du donjon où ils déposèrent la fille sur une table de pierre, tout en regardant une porte au fond du donjon. Le groupe commença à invoquer l'être qui y vivait. « Ô bête sacrée, apparaît devant nous, débordez de l'autre monde, dévorez toute subsistance, enveloppez ce monde dans l'obscurité du ventre du labyrinthe. » À ce moment-là, la porte au fond du donjon s'ouvrit. À partir de cette porte, une grande quantité d'énergie sombre déborda, atteignant la poitrine de celui qui commandait le chant. Le protagoniste observa ce qui arrivait à cet homme. Il n'avait pas été dévoré, mais subissait une fusion, utilisant le pouvoir magique comme intermédiaire. Peu de temps après, des tentacules surgirent des dos de cet homme. Sur sa poitrine, un grand œil éclos. Les personnes qui étaient avec cet homme célébrèrent. Ils avaient des réussis. Le maître de la porte était né grâce à eux. Ils présentèrent cette femme, l'offrant en sacrifice au maître de la porte pour qu'il renforce encore davantage la porte. À ce moment-là, la fille commença à se réveiller, voyant le tentacule près de son visage. Elle s'effraya, criant de désespoir en voyant que les tentacules étaient déjà autour de tout son corps. Pendant que la femme commençait à pleurer, Noct avança avec son épée pour couper les tentacules. En un instant, l'ingrédient principal pour un sauté de calamar fut préparé grâce à Noct. Les personnes encapuchonnées furent surprises de voir un chasseur. Irrités, ils se demandèrent s'il oserait vraiment interférer dans le rituel sacré, mais Noct ne se souciait guère d'eux. Ce qu'il voulait savoir, c'était s'ils étaient responsables de la création des portails. En balbutiant, l'un des hommes du culte du labyrinthe déclara qu'il n'en était pas responsable, affirmant qu'il transformerait ce monde de mensonges en sa véritable forme. Noct lui ordonna de se taire. Assez de ces absurdités. Vous, illuminés, osez répandre de telles choses grotesques dans un monde que je suis destiné à gouverner. Comment osez-vous? À ce moment-là, le protagoniste fut frappé sournoisement. Les divers tentacules s'étaient régénérés et, sous les ordres de Etenio Odyssey, leur utilisateur, attaquèrent de Noct. Après l'avoir transpercé, les tentacules s'éloignèrent, le faisant tomber au sol. As-tu la force de te relever? Le réceptacle de ce pouvoir semblait se soucier moins de Noct. Je ne sais pas qui tu penses être, mais tu n'es pas une menace. Au mieux, tu augmentes le nombre de
sacrifice. Au sol, le protagoniste tira la langue, irrité de constater que le niveau de pouvoir magique humain n'était pas suffisant pour bloquer cette attaque. Il semble que tu sois un peu fort. Très bien, alors je vais utiliser la magie. Le sang versé sur le sol commença à être manipulé, se rassemblant et tournoyant autour de Nox pendant qu'il se relevait. En un instant, le protagoniste était de nouveau debout, prêt à exécuter la peine du crime d'être fanatique. Rapidement, tous se cachèrent derrière le maître de la porte. Irrité, le leader des fanatiques utilisa ses tentacules pour attaquer à nouveau. Cependant, en levant la main, le protagoniste créa un mur de Jitseo di Ao. Flammes. Lorsque les tentacules s'approchèrent des flammes, ils ne purent plus avancer. Les flammes se répandirent sur les tentacules, apportant la punition pour leur hérésie. Derrière Noct, les flammes contrôlées par lui créèrent deux paires d'yeux, gardant son pouvoir infernal et déclenchant la magie des flammes de 6e rang. Flamme infernale absolue. Le protagoniste transforma ce donjon dans le véritable enfer consumant le leader des cultistes, l'avalant jusqu'à ce qu'il soit transformé en morceaux de charbon. Voyant ce qui était arrivé à leur chef, les cultistes devinrent désespérés. Marchant parmi les flammes, le protagoniste se dirigea dans une direction. En s'approchant de la fille prisonnière sur la table de pierre, il brisa les chaînes qui l'enfermaient, tout en plaisantant. « Quel désastre vient d'arriver, n'est-ce pas? Au fait, j'ai beaucoup de questions. Que dirais-tu de venir à ma base ?» En regardant attentivement la femme, le protagoniste réalisa qu'elle avait perdu connaissance par peur. Bien que cela ressembla à un enlèvement, Noctia la prit dans ses bras, car il prévoyait d'utiliser quiconque pouvait lui servir de source d'information. Le roi démon possédait diverses compétences, parmi lesquelles la plus importante était l'habileté de partage. Cette capacité avait le pouvoir de répliquer la magie de ses subordonnés. Les magies uniques des 7 commandantes étaient particulièrement utiles pour les batailles à venir. Noct voulait libérer toutes elles le plus rapidement possible, mais pour cela, il avait besoin de certaines choses. Noct emmena la fille qu'il avait sauvée vers les ruines du château du roi démon. La voyant trembler de peur, le protagoniste tenta d'attirer son attention, mais finit par l'effrayer encore plus. Il soupira, demandant à ses subordonnés de voir qu'il avait amené les humains là-bas dans le but d'obtenir des informations, mais ils étaient trop effrayés pour avoir une conversation appropriée. L'élite fut surprise par la raison, mais avec un sourire, elle suggéra qu'ils éliminent simplement tous les ingrats qui resteraient silencieux. La 5e commandante de l'armée démoniaque, Liana, qui s'était réveillée, trouvait dommage qu'ils ne puissent pas obtenir d'informations. Liana avait été sauvée du cristal possédé par la guilde à Rotesgar. S'approchant de sa camarade arachnéenne, le protagoniste lui demanda si elle s'était déjà remise. Liana répondit que oui, demandant qu'il lui remette l'humaine qu'il avait sauvée, plutôt que de simplement l'éliminer, puisque cela faisait un moment qu'elle ne s'était pas amusée avec des tortures. Irritant Liana, le protagoniste lui demanda de se contenir pour une cible plus appropriée. Tout en étant agacée, Liana accepta la demande de Noct et l'informa également que Zelia les avait engagés. Le protagoniste fut surpris par la nouvelle. La compétence unique de Liana était la toile de Néphil, qui permettait la communication à longue distance, en plus de faciliter la communication. Curieuse, Lily se demanda de quoi Liana voulait parler, et, en découvrant cela, Noct révéla que la camarade avait localisé l'autre cristal. Entendant cela, Lilith voulut partir immédiatement, mais fut arrêtée par Noct. Plutôt que de laisser Lilith partir, il voulait que Zelia vienne avec lui. Bien qu'elle fût confuse, Zelia entendit Noct affirmer qu'il se déguiserait en chasseur, Zelia cachant ses cornes et sa queue. Ainsi, Noct se dirigea vers la ville avec Zelia et l'humaine secourue. La dernière ne comprenait pas pourquoi elle avait été entraînée dans cette situation, mais le protagoniste insistait pour qu'elle montre le chemin. En pointant le collier autour de son cou, l'humaine demanda ce que c'était. Sombre, Noct révéla que c'était un outil qui s'activerait si elle tentait de fuir ou de révéler leur identité, provoquant une grande explosion et effrayant l'humaine. Il lui conseilla de ne rien tenter de stupidité. Elle suivit les 2 démons, se demandant pourquoi cela lui était arrivé. Entendant ses gémissements, Zelia lui demanda de ne pas avoir peur, car tant qu'elle obéissait, elle ne serait pas maltraitée, puisque le Lord était une personne très miséricordieuse. Soupirant, l'humaine suivit la petite Azélia, la fille qui était étrangement mignonne et apaisante. Après un certain temps, ils arrivèrent à destination, l'endroit où se trouvait le propriétaire du cristal. Ils étaient dans la ville de divertissement de Garsabels, plus précisément dans l'arène de Ponsetitizent, la ville. Cachée à un endroit de l'arène, Zela communiqua pour avertir que Sid était le nom du chasseur qui possédait le cristal, quelqu'un de assez célèbre dans la ville. Elle instruisit Noct d'aller à l'arène pour rencontrer ce chasseur. Remerciant pour les instructions, il demanda à Zela de continuer à chercher les autres cristaux. Cette nuit-là, les gens commencèrent à remplir les gradins de l'arène. Curieux, le protagoniste demanda à l'humaine quel type de chasseur était ce Cid. Après avoir réfléchi un peu, elle révéla qu'il était un chasseur de rang triple, ce qui laissa le protagoniste confus, car il pensait que le rang le plus élevé était le S. Cependant, l'humaine expliqua que Cid était si fort qu'il était appelé, de manière non officielle, rang SSS. Un homme roux portant une gunblade surgit au centre de l'arène,
pendant que l'annonceur parlait à tout le public. Le moment tant attendu était arrivé. Le plus fort chasseur, Sid, allait montrer l'extermination de 100 bêtes dimensionnelles. Ainsi, la gammelade de Sid avança rapidement, balançant l'épée et lança des attaques qui touchèrent plusieurs spectateurs. Azelia fut assez impressionnée par la capacité de Sid, bien qu'il fût un humain, quelque chose avec lequel Noct était d'accord. À ce moment, l'annonceur révéla qu'un événement spécial aurait lieu. Il y avait quelqu'un qui souhaitait défier le chasseur Sid. Si vous gagnez, il vous promet un vœu. Le protagoniste s'intéressa à l'opportunité, tandis que l'annonceur pensait que personne ne relèverait le défi. Noct sauta au centre de l'arène. Sid, qui n'avait jamais vu le protagoniste auparavant, demanda son nom. Après avoir réfléchi un peu, le protagoniste utilisa le nom Yoru. Sid réfléchit un peu au nom et poussa un soupir, jugeant par son apparence « Vous êtes un chasseur novice. Comprenez-vous la différence entre courage et imprudence ?» En parlant, Sid sourit, pointant la gammelade dans la direction du protagoniste. Allongeant le cou, le protagoniste affirma « Il n'avait jamais pensé à sa question, le défiant de lui enseigner s'il était vraiment un seigneur de rang SSS. En voyant un challenger apparaître, l'annonceur révéla qu'un challenger ne s'était pas manifesté depuis un certain temps, demandant au public s'il pensait que Sid allait à nouveau montrer une différence de force écrasante. Le protagoniste fut surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas de challenger. Souriant, Sid révéla que normalement, les gens descendaient juste pour demander son autographe ou une poignée de main. Le protagoniste se gratta la tête, s'excusant pour cela, ce qui fit encore rire Sid. Sid lança une autre gamblade à Noct pour qu'il l'utilise. Des armes identiques seraient la bonne chose, non? Considère cela comme un service. Le protagoniste saisit la gamblade, l'acceptant. Néanmoins, Sid était convaincu qu'il gagnerait, même si son adversaire avait une arme aussi puissante. Alors qu'ils brandissaient tous les deux leurs armes, l'annonceur donna le coup d'envoi du combat. Immédiatement, Noct avança, tout comme Sid. Les deux coururent l'un vers l'autre et, en un instant, les épées se choquèrent. Le protagoniste plissa les sourcils en remarquant la tricherie. Sid sourit malicieusement en voyant qu'il l'avait remarqué. La vérité était que l'épée tenue par Sid avait été créée d'une manière spéciale. Elle était faite avec une grande concentration de cristaux magiques, renforçant l'efficacité magique plusieurs fois. Même si son adversaire avait découvert la vérité, Sid croyait qu'il était déjà trop tard pour lui. Utilisant le pouvoir de son épée, il pressa Noct avec un coup puissant, repoussant le protagoniste sur plusieurs mètres, le faisant s'écraser lourdement contre le mur de l'arène. La gamblade dans la main du protagoniste se brisa en plusieurs morceaux en raison de la force de l'impact entre les armes. Dans le public, l'humaine sauvée par Noct était préoccupée pour lui et, voyant Zelia manger un seau de pop-corn, elle s'irrita. De voir la fille ne pas sembler inquiète non plus. Zelia se léchait les lèvres tout en trouvant drôles les paroles de l'humaine préoccupée. Pour Noct, Rex Ténèbres. Quelque chose comme ça n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. À ce moment-là, le protagoniste se releva, non pas à cause du vent, mais à cause de la fumée. Sid se demandait s'il avait exagéré, mais en entendant les pas revenir dans l'arène et la voix de la personne qui l'avait frappé, Sid fut surpris. L'épée dans la main du protagoniste qui avait été détruite fut reconstruite avec son pouvoir des ténèbres alors qu'il revenait dans l'arène. Tu n'as pas exagéré du tout. Sid ne comprenait pas ce qui se passait, car il était sûr d'avoir brisé cette épée. Immédiatement, Noct courut dans sa direction, l'effrayant, agitant la gamblade. Le protagoniste força Sid à se défendre. Néanmoins, Sid regretta, car il découvrit des fissures dans son épée après cet affrontement. Sans se soucier de cela, Noct attaqua à nouveau, mais Sid souriait encore. « Mon Dieu, tu es fort, ça m'a surpris. » Laissant tomber son épée, Sid leva les mains en l'air, se rendant. Voyant la reddition, le protagoniste annula son attaque. Sid invita alors à se rendre à son manoir pour profiter d'un banquet. Et pendant qu'ils savouraient ensemble, ils pourraient écouter attentivement son désir. Le protagoniste percevait les intentions de Sid. L'homme faisait semblant d'avoir perdu intentionnellement, traitant le protagoniste comme un enfant ordinaire qui était là, juste pour un autographe. Cependant, cela fonctionnerait parfaitement pour Noct, qui accepta l'invitation avec un sourire sur le visage. À l'intérieur, Sid brûlait de colère. Peu de temps après, le protagoniste se dirigea vers le manoir de Sid avec Azelia et l'humaine. Arrivant à l'emplacement, qui semblait très chic, le protagoniste les guida à entrer. Un majordome les accueillit à la porte du manoir, les dirigeant à travers les couloirs. En atteignant une grande salle, le majordome leur demanda d'attendre un moment puis s'en alla. Regardant la salle sombre et vide, Azelia se demanda où était le banquet. À ce moment-là, Sid apparut sur le rebord de la salle. « Oh, quel plaisir que tu sois arrivé, Yoru. Mais maintenant, adieu. » Instantanément, le sol sous les pieds du trio s'ouvrit, les faisant tomber dans un puits. Regardant leur chute, Sid sourit malicieusement. « Je suis désolé, mais les humains qui ne sont d'aucune utilité pour moi n'ont pas besoin de rester en vie. » L'humaine cria, désespérément en tombant, mais au milieu de l'air, elle fut attrapée par un tissu sombre. Irrité, le protagoniste lui ordonna de cesser de crier. Un moment plus tard, Azelia et lui, qui portaient également l'humaine, atterrirent au fond du puits. L'humaine, en étant libérée des habits de Noct, se demanda quel endroit nauséabond c'était à ses côtés.
banquet. Le protagoniste plaisanta en affirmant que c'était la véritable salle de banquet. Cependant, il semblait qu'ils étaient dans le repas, tandis que les invités étaient en réalité les monstres. Fermant la porte du puits, Sid se sentit soulagé. À ce moment-là, quelqu'un apparut dans la grande salle, le maire. Les deux se dirigèrent vers une salle isolée où le maire demanda au sujet du chasseur. Yoru, souriant, Sid supposa qu'il devait être dans le ventre d'une bête dimensionnelle. À ce moment-là, le maire ria sarcastiquement, affirmant que c'était un accident tragique. Sid lui donna raison, utilisant le même commentaire, tandis que les deux riaillent. Une voix sombre se répandit dans la petite salle, les effrayant. « Maintenant, j'ai compris !» Sautant de sa chaise, le maire demanda qui était là. Soudain, le mur de la salle explosa dans une vague de flammes. Se retournant, le maire vit 3 personnes. Effrayé et incrédule, Sid demanda comment ils étaient arrivés là et ce qu'il était advenu des bêtes dimensionnelles. Le protagoniste répondit calmement « Si tu parles des invités irrespectueux, nous nous sommes occupés de chacun d'eux. » Le protagoniste appela la femme à ses côtés, ordonnant qu'elle dise ce qu'elle avait dit plus tôt, ordonnant de ne pas l'appeler par le nom Rika Twilight. Elle lui avait concédé que posséder des animaux dimensionnels de manière privée et les utiliser pour causer des dommages est strictement interdit par la loi internationale des chasseurs. Les contrevenants verront leur licence de chasseur révoquée et recevront la punition appropriée. Voyant même que le maire était impliqué, Rika se fit encore plus ferme. « Nous allons rapporter tout ce que nous avons vu à la guilde des chasseurs. » Interrompant la colère de la femme, Sid tenta de parler à celui qu'il pensait être Yoru, demandant s'il n'y avait pas quelque chose qu'il désirait. En sueur, il lui demanda de dire ce qu'il voulait. Entendant cela, le protagoniste ordonna finalement à Sid de remettre le cristal géant qu'il possédait. Sid sembla immédiatement acquiescer, affirmant que le cristal était dans la pièce à côté. Il était prêt à le livrer, voulant savoir si Yoru garderait le silence sur les bêtes dimensionnelles s'il faisait cela. Cependant, le protagoniste frustra le chasseur, affirmant qu'il n'avait jamais dit qu'il ferait une telle chose. Après cette brève menace, le protagoniste se dirigea pour trouver le cristal. En voyant le cristal, le protagoniste se sentit heureux de pouvoir libérer quelqu'un de sa propre espèce. À ce moment-là, le protagoniste entendit des cris désespérés du maire dans l'autre salle, se disputant avec Sid. En allant voir ce qui se passait, ils trouvèrent le maire désespéré par terre. Le protagoniste demanda aussitôt ce qui s'était passé. En sueur, le maire révéla ce qui s'était passé. Sid venait d'ouvrir la cage d'une autre bête dimensionnelle. À ce stade, les bêtes dimensionnelles allèrent bientôt apparaître partout et la ville serait détruite. Rika fut choqué d'entendre les paroles du maire. Le protagoniste ne se souciait pas de la ville des humains, mais il ne voulait pas laisser tomber sa réputation à ce point. Le mi-disquian protagoniste demanda quel était le rang et le nombre des bêtes dimensionnelles. Le maire expliqua qu'elles étaient de rang argent et qu'il y en avait des milliers. Découvrant la quantité et la puissance de l'ennemi, le protagoniste regarda Zelia. « Eh bien, alors nous devrions tous les deux suffire. » Alors qu'ils étaient encore dans le manoir, des milliers de monstres se répandèrent dans la ville, attaquant sans relâche les humains et causant la destruction de la ville. Avec leurs tentacules, les Adinidiu, monstres, attaquèrent les humains. Une carnage se produisait dans la ville, provoquant douleur, souffrance et désespoir. Une des bêtes dimensionnelles étendait ses tentacules vers une femme tombée au sol. Elle supplia qu'il s'arrête, mais il ne l'entendit pas, la saisissant et la soulevant pour la dévorer. Cependant, une grande boule de feu frappa ce monstre, le faisant lâcher la femme, tombant au sol. Elle ne comprit pas ce qui s'était passé, mais réalisa qu'une petite fille avec une coiffure, en couette, se tenait devant elle, portant une grande lance de feu. Zelia était un peu irritée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas utilisé son artefact qu'elle était devenue un peu rouillée. De l'autre côté de la ville, le protagoniste coupait les monstres avec agilité, mais la gamellade qu'il utilisait s'est cassée après un certain temps, l'obligeant à s'en débarrasser, puisqu'elle était devenue inutile. Il est retourné chercher son épée d'origine, qui, comme prévu, était bien plus facile à manier, tandis que Zelia s'occupait d'un côté pendant que Noct était de l'autre. Ils sourirent tous les deux, se préparant à chasser l'infinité de monstres qui s'étaient échappés dans les zones où les monstres avaient déjà été vaincus. Les gens aidaient les uns les autres à se rétablir. Un homme qui avait été attaqué commenta auprès des autres qu'un chasseur portant un masque noir l'avait sauvé. À côté de lui, une femme affirma avoir été sauvée par une petite fille portant une lance. Ensemble, ils se demandaient qui était de ces deux-là, tandis que Noct, en plein milieu de la ville, défaisait un autre monstre. Cependant, d'autres monstres apparaissaient comme s'il n'y avait pas de fin pour eux. Irrité, il ordonna à son épée. Tendant la main, il lâcha l'épée, qui attaqua les divers monstres d'un coup. Zelia ne resta pas inactive. Avec sa lance, elle utilisa la compétence de rang 6, flammes infernales absolues. En synchronie, ils se soutenaient, protégeant l'arrière-garde. Curieux, le protagoniste demanda combien de monstres elle avait, déjà vaincus. Après avoir réfléchi un peu, le petit démon révéla avoir vaincu environ 400 d'entre eux. Noct révéla avoir vaincu un nombre similaire, ce qui rendit Zelia enthousiaste, demandant à ce qu'il laisse les 200 restants pour elle. Tout à coup, Noct commença à répéter le mot « humain », ce qui laissa
laissa Zélia confuse. Sourire aux lèvres, le protagoniste affirma s'être rappelé de la première fois qu'il avait rencontré la petite fille, ce qui la rendit extrêmement timide. Il se souvenait comment, pour en faire son allié, ils avaient dû rivaliser pour voir qui vaincrait le plus de monstres. Il pouvait se rappeler à quel point elle était beaucoup plus agressive à l'époque, quand elle se faisait appeler la solitaire roi dragon, qui avait vécu 1000 ans. En entendant les récits de cette phase de sa vie, Zélia rougit de honte. Oublie ces jours, immédiatement. Alors qu'ils luttaient dites tous les deux, Rika les observait, émerveillée. Elle réalisa que peut-être, il seul pouvait vraiment gérer ça. À ce moment-là, Lilith surgit derrière Rika, effrayant l'Alshamala. Regarde Lilith avec peur, Rika entendit que la succube avait été envoyée par Noct pour récupérer le cristal. En entendant cela, Rika pointa en direction du manoir. Avant de partir, Lilith décida de donner un avertissement à la femme humaine. N'oublie jamais, tu es en vie grâce à Noctrex Ténébris, tu essaies ne serait-ce qu'un instant de lui nuire, ou même de penser à le séduire, je vais te détruire. Voyant la femme lancer une menace tout en souriant, Rika fut extrêmement effrayée. Ainsi, Lilith se prépara à accomplir sa mission. Laissée seule à nouveau, Rika soupira. Elle préférait de loin Zélia, la seule qui lui apportait un peu de paix dans la forêt autour de la ville. Sid fuyait pour sa vie. Il était furieux contre le bâtard qui avait ruiné sa carrière. Serrant les dents, il jura qu'un jour il se vengerait. Mais en ce moment, une voix interrompit ses pensées. « Où vas-tu » Non seulement les pensées de Sid furent interrompues, mais son chemin fut également coupé par Noct. Sid, furieux contre le protagoniste, demanda s'il avait abandonné la ville. Le protagoniste soupira, lui demandant de se regarder et révélant qu'il avait déjà exterminer les bêtes dimensionnelles. Sid ne croyait pas aux paroles de Noct. Il ne croyait pas qu'il soit possible de vaincre tant de monstres en si peu de temps. Cependant, Rika confirma les faits. Cette ville, qui était au bord de la destruction à cause de toi, a été sauvée par ces deux-là. Le protagoniste se souvint des crimes commis par Sid. Tu as trahi et éliminé ceux qui étaient sur ton chemin. Tu as tenté de détruire la ville juste pour t'échapper. Quel héros es-tu, seigneur du rang SSS? Irrité, Sid lui ordonna de se taire, s'excusant, car si Noct n'était jamais apparu, la ville serait restée paisible. Le protagoniste se sentit mal à l'aise à cause de la voix de Sid. Dégainant son épée, il le méprisa. Tu n'es rien d'autre que le plus méprisable des humains méprisables. Alors, accepte simplement ta fin. Zélia interrompit le protagoniste, demandant qu'il la laisse s'en occuper. Le protagoniste sourit, lui demandant si elle n'avait pas évacué sa frustration en voyant qu'une petite fille serait son adversaire. Sid ne comprit pas ce qu'il pensait, mais il croyait que ce serait un combat qu'il pourrait gagner. Azélia fixait Sid avec un regard froid. Plus tôt, tu as demandé à Noct quelle est la différence entre courage et imprudence. À sa place, je te donnerai une réponse. L'imprudence est lorsque tu attaques sans même mesurer la force de ton adversaire. Azélia tira la langue, montrant un symbole de feu. Instantanément, les flammes enveloppèrent tout le corps de la petite démon. Ses cornes grandirent, tandis que les flammes s'élevaient. Chaque changement apporté à son corps rendait son apparence encore plus diabolique, faisant résider la peur dans le cœur et l'esprit de quiconque la voyait. Les yeux d'Azélia changèrent. Ses pupilles deviennent fines et rouges, comme une boule de flamme. L'apparence diabolique d'Azélia s'éveillait peu à peu. Son visage s'étendait tandis que les flammes l'entouraient. Son cou grandit et des écailles apparurent, révélant l'apparence d'un gigantesque dragon rouge. Adoptant une telle forme effrayante, elle regarda Sid d'en haut. En d'autres termes, l'imprudence se réfère à des idiots comme toi. Devant la fille qui s'était transformée en dragon, Sid tomba assis au sol. Il essaya de ramper pour s'éloigner. Mais avec sa queue, Azélia coupa le chemin de sa fuite. Avec ses longues griffes, elle le souleva par la chemise, voyant le dragon de près. Sid cria fou de rage. « Qu'est-ce-tu, monstre ?» Irritée, Azélia le jeta par terre, piétinant son corps avec sa grande patte. « Quelle insolence ! Mon nom est Azélia, chef du fier clan des dragons et commandant du 3e corps, servant au grand roi démon, Rika. » Devant cet affrontement, Noct, plus loin, était choqué par chaque mot prononcé par le dragon, à l'adresse de Sid. Gravez cela profondément dans votre âme et emportez-le avec vous dans l'au-delà. Sid tenta de supplier pour sa vie en pleurant, mais ne supporta pas la pression exercée par le pied du gigantesque dragon, étant écrasé jusqu'à se transformer en purée. Après avoir dealé avec Sid, Azélia rapporta qu'il avait été éliminé par une bête dimensionnelle. Les gens déplorèrent la perte d'un héros, mais célébrèrent aussi l'émergence d'un nouveau. Encore dans l'ombre, Noct manipula le maire et mit le serveur sous son contrôle. Rika, face à ces individus terribles, se demanda quand elle serait libérée. Le lendemain, le protagoniste emmena le cristal qu'il avait obtenu dans la maison de Sid vers les ruines du château du roi démon. Lorsque le cristal fut brisé, une jeune femme aux cheveux verts fut libérée, s'éveillant de son sommeil. Son nom était Isabelle et, étant une cavalière noire, elle occupait la fonction de commandant du 4e corps de l'armée. Pensant qu'il s'agissait d'une humaine, Rika fut surprise, mais peu à peu, elle remarqua que quelque chose était différent chez Isabelle. Après avoir vérifié son corps, Isabelle s'agenouilla devant le protagoniste. « Votre Majesté, la cavalière Isabelle se présente humblement devant vous. Pardonnez-moi pour mon retour tardif. » Le protagoniste n'accepta pas ses
d'excuses, affirmant que c'était lui qui l'avait fait endurer des difficultés. Atteignant les désirs intérieurs d'Isabelle, Nocht demanda si elle le suivrait encore une fois. Isabelle baissa la tête avec conviction pour accepter la demande. « Bien sûr, je vous servirai jusqu'à mon dernier souffle. » Se retournant, Isabelle demanda avec curiosité « Pourquoi y avait-il un humain dans le château du roi démon ?» Elle prit son épée, se demandant si elle devait en finir avec cette humaine, inquiétant Rika jusqu'aux os. Eliana s'approcha du protagoniste, voulant dire quelque chose. Avec sa permission, elle révéla qu'elle n'avait pas été engagée par Zelia, comme prévu, et qu'elle ne répondait plus à ses appels. Actuellement, son état était inconnu. Le protagoniste rassembla tout le monde dans un endroit où il pourrait en parler. Devant une carte, il pointa la zone où Zelia était en train d'explorer. À ses côtés, Rika fut surprise, car elle savait que c'était une zone restreinte. Lilith voulut savoir pourquoi cette zone était restreinte. Alors Rika expliqua que même les chasseurs étaient interdits d'y aller. Des bêtes dimensionnelles avaient inondé la ville en surgissant d'un portail. C'est pourquoi toute la zone avait été scellée par une barrière magique. Des rumeurs circulaient aussi au sujet du culte du labyrinthe. Il avait transformé l'endroit en sa base en entendant parler de ce culte. Le protagoniste, Franzil, le seigneur Lilith, l'observa en se demandant quels seraient quoi les ordres. Le protagoniste pensa à y aller immédiatement et appela Liana, l'arachnide, pour l'accompagner. Ne ayant participé à aucune mission encore, Isabelle demanda la permission d'accompagner Noct, bien qu'elle s'inquiétait du fait qu'elle venait juste de se réveiller. Le protagoniste comprit son désir et lui permit de venir avec eux. Rika demanda ce qu'elle devait faire, craignant pour sa vie, mais elle fut ordonnée de rester en arrière cette fois-ci. Alors qu'elle soupirait de soulagement, elle réalisa qu'elle avait fait une erreur, car Lily l'enlaça en affirmant qu'elle s'occuperait d'elle et lui apprendrait sur eux et sur ce château. Le protagoniste avança avec les deux commandantes vers la zone interdite. Posant la main sur la barrière magique et réalisant à quel point elle était faible, il conclut qu'il n'aurait même pas besoin de la détruire. Ainsi, Noct traversa simplement la barrière comme si elle n'existait pas. Cependant, dès qu'il entra avec ses commandantes, ils sentirent une grande puissance peser sur leur corps. Ils se sentaient plus lourds. Isabelle comprit ce que cela signifiait et regarda le protagoniste qui avait également compris. Dans cet endroit se cachait le bloqueur de sorcellerie, un dispositif de suppression magique. Le dispositif de suppression magique était l'artefact maudit qui avait conduit à la défaite du roi démon 3000 ans auparavant. Affecté par le pouvoir de l'artefact, le protagoniste installa la langue avec colère. Après un certain temps sous l'effet de l'artefact, Noct remarqua que, bien que son pouvoir fût en train d'être supprimé, la suppression n'était pas aussi forte que par le passé. De la même manière, Isabelle commenta qu'elle pouvait encore utiliser quelques sorts pour aider. Liana se porta volontaire pour trouver et détruire l'artefact. Le protagoniste savait que ce serait dangereux pour Liana, mais il était préoccupé par Zelia et, pour cette raison, il ne pouvait pas aller après l'artefact personnellement. Ainsi, il accepta sa proposition, lui demandant d'être prudente dans sa recherche. Le protagoniste invoqua un sort sur les trois, laissant Isabelle confuse. Voyant le doute dans son regard, il expliqua qu'il s'agissait d'un sort de téléportation en cas d'urgence. Le sort transporterait automatiquement les blessés de retour au château du roi démon. En entendant qu'ils auraient cette sauvegarde, les commandantes remercièrent. Noct, ainsi, les deux continuèrent d'avancer pour atteindre leurs objectifs. Dans une profonde caverne, Zelia se réveilla et se demanda où elle était. Elle était attachée devant plusieurs personnes encapuchonnées. Elle se souvint enfin que sa magie avait été supprimée et qu'un groupe d'individus en capuchon blanc s'approcha subitement. Voyant Zelia se réveiller, une femme aux cheveux blancs sourit avec enthousiasme. Elle s'approcha avec un large sourire, excitée d'avoir obtenu un sacrifice avec un pouvoir magique si grand. Ainsi, le rituel aurait un succès garanti. Zelia s'agita en voyant la femme au corps monstrueux. Elle comprend rapidement que cet être est un maître de portail, tout comme celui que Noct avait mentionné, et que tous les autres ici sont des membres du culte du labyrinthe qui ont découvert la femme avec plusieurs tentacules et un œil sur la poitrine. Elle se lèche les lèvres en observant Zelia. Elle peut déjà imaginer à quel point le pouvoir qui surgira de ce sacrifice serait merveilleux. Utilisant ses tentacules, la femme attaque Zelia. Zelia essaie de résister aux tentacules qui s'enroulent autour de son corps, mais la femme lui conseille de ne pas lutter. Si elle acceptait, les deux pourraient ne faire qu'un, un seul être. À ce moment-là, la voix d'un homme résonne dans la grotte. « Je suis désolé, mais si vous allez faire une confession dégoûtante comme celle-ci, faites-le ailleurs. » En levant la tête, Zelia voit que cette voix appartient à Noct. À ses côtés se trouvait également sa compagne, Isabelle. Les cultistes en capuchon blanc attaquent immédiatement Isabelle, essayant de l'empêcher de secourir Zelia. Inquiète, l'elfe demande à Noct et Isabelle de fuir, car dans cet état affaibli, ils ne pourrent pas gagner. Honteuse, elle se blâme d'avoir été capturée et ne veut pas
pas qu'ils partagent le même destin. Cependant, Isabelle vainc les cultistes qui l'attaquent, s'opposant à la peur de Zélia. Non, je te dois ma vie. Quand moi, une ancienne humaine, j'avais du mal à m'intégrer, tu étais celle qui m'a accepté telle que j'étais. Une chevalière n'oublie jamais ses dettes. Je ne laisserai pas les difficultés mettre fin à mon chevaleresque. La chef du portail a fait frémir sa langue de colère en voyant ses subordonnés être vaincus. Elle convoque immédiatement plusieurs monstres du portail pour l'aider. À leur place, le protagoniste, Franzil, réalise que cette ennemie est bien plus forte que la précédente, mais il doit d'abord s'occuper des monstres avant de l'affronter. En détruisant les créatures qui sortirent du portail, le protagoniste ordonne à Isabelle de se concentrer sur le sauvetage de Zélia. Recevant la mission, Isabelle s'avance contre la chef du portail. Cependant, quand elle s'approche, les tentacules de l'ennemi se déplacent rapidement dans sa direction. L'un d'eux saisit habilement son bras, suivi d'autres qui immobilisent ses membres, la laissant vulnérable et incapable de faire autre chose que de maudire la situation. La chef du portail sourit en touchant le visage d'Isabelle. Vous avez un excellent esprit. Cela vous rend encore plus délicieuse. Alors qu'il faisait face à un nombre de monstres, Noct est irrité par tant d'ennemis. Il réalise qu'il ne pourra pas atteindre ses camarades à temps. À ce moment-là, il reçoit une transmission de Lyanna, qui s'excuse de l'avoir fait attendre. D'une autre pièce, elle lui fait savoir qu'elle a finalement détruit le dispositif de suppression magique. Le protagoniste sourit, satisfait de sa commandante. Pendant ce temps, la chef du portail avait déjà complètement immobilisé Isabelle et Zélia avec ses tentacules collants. Sentant leur corps sans défense, elle lécha ses lèvres, prête à les dévorer. Cependant, ses plans furent frustrés en un instant. Une épée détruisit tous ses tentacules, les libérant. Avec sa lame en main, Noct était sanguinement furieux. « Si tu as si faim, je vais te faire recevoir un repas complet de peur et de désespoir. » Regardant ses compagnes, le protagoniste demanda si elles étaient indemnes. Bien qu'elles s'appuyaient l'une sur l'autre, épuisées et sans force, elles allaient bien. Elles allaient bien. Lyanna s'excusa, mais le protagoniste lui demanda de ne pas s'inquiéter. La chef du portail se positionna entre Noct et ses compagnes. Réalisant qu'ils n'étaient pas à pas des démons ordinaires, elle demanda leurs identités. Prenant une pause, le protagoniste révéla « Je suis Noct et je dois t'éradiquer dans les ombres de la nuit. Je suis le roi des démons. » En entendant un démon se proclamer roi, la femme trouva cela ridicule, ordonnant à tous ses subordonnés d'attaquer d'un seul coup. Elle lança l'assaut contre Noct. Le protagoniste demanda à Zélia de se reposer et ordonna à Isabelle de s'occuper des monstres. Lorsque la chef du portail s'en rendit compte, Isabelle était déjà passée devant elle. Tandis qu'Isabelle se dirigeait pour affronter les monstres et les cultistes, le protagoniste marcha vers la chef du portail pour l'affronter directement. Avec un sourire moqueur, l'ennemi demanda si vraiment il pensait tout contrôler, car en réalité, elle avait préparé quelque chose d'un peu plus problématique pour eux. Pendant qu'Isabelle abattait habilement les monstres, quelque chose attira son attention. Agitant son épée dans les airs, elle trancha quelque chose d'invisible. C'est alors qu'elle réalisa qu'on lui tirait dessus. Regardant autour d'elle pour trouver l'origine des tirs, elle remarqua un monstre ressemblant à un poisson à long bec. C'était une bête dimensionnelle de rang bronze. En termes de force, elle se situait entre les rangs fer et argent. Elle avait la capacité d'imiter les propriétés de divers objets et, selon ce qu'elle choisissait de copier, elle pouvait devenir extrêmement dangereuse. La chef du portail révéla que cette créature avait imité l'arme d'un chasseur et, avant qu'Isabelle puisse réagir, elle fut frappée avec précision plusieurs fois. Son corps tomba en arrière, s'affaissant lourdement au sol. Les cultistes s'approchèrent, réalisant qu'elle était encore vivante. L'observant de près, ils imaginèrent qu'il pourrait s'amuser avec elle. Lorsque l'un d'eux tendit la main pour la toucher, Isabelle réagit instantanément, infligeant une attaque fulgurante. Alors que le cultiste tombait, Isabelle se redressait. Sa voix froide et ses yeux sanguinolents exhalaient une aura terrifiante. Oh, elle est tombée à nouveau. On dirait qu'elle a besoin de plus d'entraînement. Regardant l'état d'Isabelle, Noct révéla à la chef du portail que sa subordonnée, dans un état démoniaque, n'était pas une épéiste. Au contraire. Elle était nécromancienne. Le terre revenant de l'au-delà circulait autour d'Isabelle. La terre elle-même est un cimetière. En elle, d'innombrables corps reposent dans les vols de l'obscurité, rendant la nuit éternelle. Chacun d'eux doit se lever une fois de plus, transformant cet endroit en un véritable enfer. Isabelle a activé sa magie unique en tant que cavalière noire, convoquant la Légion des Agités. Tous les cultistes vaincus, ainsi que les monstres tombés, se sont levés sous le pouvoir d'Isabelle. Maintenant, sous son commandement, elle ordonnait d'attaquer, de dévorer, d'anéantir. Alors que la chef du portail regardait, incrédule, le protagoniste ouvrit les bras, lui rappelant qu'il était encore là. Alors, nous devons commencer. Également irritée de se rendre compte qu'elle était acculée, la chef du portail prit une décision désespérée, attaquant l'un de ses propres subordonnés. Elle l'enchaîna avec l'un de ses tentacules, lui drainant son énergie. Observant la scène, le protagoniste haussait un sourcil et demanda si ce n'était pas un fidèle important pour elle. La chef du portail, cependant, se mit simplement à rire d'un air condescendant. Tu ne savais
savais pas? Les fidèles sont comme des mauvaises herbes. Peu importe combien tu en coupes, ils repoussent toujours. » Devant cette réponse, le protagoniste secoua la tête, commentant avec dédain: « Les mauvaises herbes ne savent pas qu'elles vont être coupées, mais les éliminer juste pour mettre en avant une seule. C'est tout simplement pathétique. » Être comparé à une mauvaise herbe fit trembler la chef du portail de rage. Avec le pouvoir fraîchement acquis en sacrifiant son subordonné, elle lança une attaque directe contre Noct. Les tentacules avancèrent rapidement, le frappant. Il semblait sans défense. Cependant, à l'instant suivant, le protagoniste disparut sans laisser de traces. Et quand il réapparut, il était déjà derrière elle. Une sphère carmin surgit dans sa main. En un instant, un pouvoir dévastateur se manifesta et d'innombrables mains émergèrent de la sphère, saisissant la chef du portail. Elle lutta pour se libérer, mais c'était vain. Brusquement, son corps fut projeté au sol avec une force brutale, lui arrachant tous ses tentacules. Essayant de se relever pour fuir, elle réalisa trop tard que Nox était déjà derrière elle. « Hé, où penses-tu aller? Je t'ai prévenu, je vais te servir un repas rempli de peur et de désespoir. Ce que tu as goûté jusqu'à présent n'était qu'un hors-d'œuvre. » Se rendant compte qu'elle allait être éliminée, la chef du portail essaya désespérément de réfléchir à un moyen de s'échapper. Tout à coup, le protagoniste la vit s'agenouiller devant lui. Fronçant les sourcils, il demanda ce qu'elle planifiait. Tremblant, la chef du portail se rendit, affirmant qu'elle ferait tout ce qu'il voudrait. Elle s'accrocha à la jambe du protagoniste, suppliant la miséricorde. Entendant sa supplication, le protagoniste resta silencieux un instant, comme s'il considérait la proposition. Puis, d'un regard glacial, il demanda: « Ce tentacule qui s'est faufilé derrière moi, c'est aussi le cas pour moi. » La chef du portail écarquilla les yeux en réalisant son erreur, mais il était trop tard. Le protagoniste saisit le tentacule traître, déçu par son mensonge, le tirant avec force. Noctia le lança contre le sol. L'impact fut brutal, la faisant tomber lourdement, grinçant des dents. La chef du portail comprit que son plan avait échoué. Quand elle essaya de se relever, elle vit que quelqu'un se tenait devant elle. Irritée, elle présuma que c'était l'un de ses Eidria subordonnés et ordonna de s'écarter. Cependant, en levant les yeux, elle réalisa qu'elle s'était trompée. Devant elle se tenait une femme arachnéenne, avec de multiples yeux dispersés sur ses pattes et plusieurs petites araignées glissant sur son corps. Soudain, les pattes de l'araignée saisirent la chef du portail, la soulevant du sol. Le protagoniste accueillit Lyanna pour son retour, recevant la salutation de son seigneur. Lyanna rapporta qu'il n'y avait qu'un dispositif de suppression sur les lieux, mais aucun cristal. Après avoir écouté le rapport, le protagoniste remercia pour le bon travail. Changeant de sujet, Lyanna demanda qui était cette femme. Percevant l'intention derrière la question, le protagoniste consentit à ce qu'Eliana s'amuse avec la chef du portail. Comme cette créature semblait savoir beaucoup de choses, il demanda à Eliana de la faire révéler tout. Les yeux de Lyanna s'illuminèrent en recevant le cadeau. Elle était impatiente de s'occuper de sa nouvelle prisonnière. Alors qu'elle était traînée par les pattes de l'araignée, la chef du portail cria désespérément, mais il n'y avait plus de salut pour elle. Avec un sourire machiavélique, Noct lui donna un dernier conseil. « Répands vite tout ce que tu sais, ainsi ta souffrance sera moindre. » Laissant Lyanna avec sa nouvelle proie, Noct se tourna vers Isabelle, lui demandant si elle avait déjà terminé son service. Avant qu'elle ne puisse répondre, Zélia sauta dans les bras de son amie, la remerciant infiniment de l'avoir sauvée. Gênée, Isabelle demanda à Zélia de cesser de s'accrocher à elle. Dans ce bref moment, Lyanna appela le protagoniste, laissant de côté la chef du portail. Elle informa qu'elle avait déjà terminé. Pendant que les petites araignées dévorèrent la chef du portail, le protagoniste demanda à Lyanna ce qu'elle avait découvert. Lyanna avait réussi à obtenir beaucoup d'informations, et l'une d'elles était la localisation d'un cristal. L'un d'eux se trouvait dans la 5e ville sacrée, Babylone, ou du moins c'est ce qu'on leur avait dit. Le culte du labyrinthe était particulier. Il semblait être une organisation bien plus grande que ce que Noct et son groupe avaient imaginé. Ils étaient répandus sur tous les continents, infiltrés dans de nombreux portails, et leur siège se trouvait dans la ville sacrée. Leur existence était un secret connu seulement par des membres de haut rang. Noct envoya Zélia et Lyanna localiser la base du culte, mais après un mois de recherche, elles ne trouvèrent aucun résultat. De retour au château du roi démon, le protagoniste observa comment la restauration avait considérablement progressé à ses côtés. Lily s'expliqua qu'ils avaient lancé un sort d'inhibition de reconnaissance autour du château, garantissant que les humains ne les découvrent pas en posant des questions sur la mission de sauvetage des démons opprimés. Noct avait entendu de Lilith que tout se passait bien. Son groupe évitait d'être détecté et, jusqu'à présent, ils avaient déjà sauvé environ 500 démons. Lilith fit remarquer qu'il était bientôt temps que le château devienne trop petit pour tant de nouveaux habitants. En
Entendant cela, le protagoniste lui ordonna d'élaborer un plan pour construire une ville autour du château. Une fois son rapport terminé, il la félicita et lui conseilla de se reposer, ainsi que les autres. Puis, il se retira dans ses appartements. En entrant dans sa chambre, Lilith le suivit, et voyant l'action de sa subordonnée, Noct lui rappela que c'était sa chambre. Cependant, avec un sourire provocateur, la succube confirma qu'elle le savait déjà, essayant de le séduire. Lilith le poussa sur le lit, montant sur lui, et lui lança un regard séduisant. « Lord Noct, si j'entre dans votre chambre, vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ?» Au moment où Lilith croyait qu'elle recevrait sa récompense, une transmission interrompit la scène. Le protagoniste se leva pour écouter ce que Zélia voulait dire. De l'autre côté, l'elfe révéla qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Il y avait un humain parlant de Babylone, dans la plus grande ville marchande de la région, Rivastar, et le culte prévoyait de transformer cette ville portuaire en mer de feu. Paraissant désespéré, Rika entra dans la salle de réunion en trombe. « Noct, est-il vrai que Rivastar est devenu une cible ?» Brisant les derniers espoirs de Rika, le protagoniste confirma son pire cauchemar. Il désigna une carte montrant que la base du culte du labyrinthe, la 5e ville sainte, Babylone, était proche de Rivastar, la ville qu'il semblait planifier de détruire. Affolé, Rika implora Noct de l'emmener avec lui. Son désespoir éveilla la curiosité du protagoniste. C'est alors que Rika révéla la vérité. C'était sa ville natale. À Rivastar, il y avait beaucoup de personnes qu'elle connaissait. Plus de précieux souvenirs qu'elle chérissait. La ville était très importante pour elle et c'est pourquoi elle voulait y aller avec lui. Voyant son expression, Noct se refusa à l'emmener. Rika devint encore plus désespérée et essaya d'insister. Mais Noct posa sa main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, je ne permettrai pas que quoi que ce soit de mauvais arrive. » Ses paroles la rassurèrent. Cela étant réglé, le protagoniste se prépara à partir avec Lilith. Se souvenant de ce que Noct venait de faire pour Rika, Lilith se demanda s'il n'était pas trop indulgent avec elle. Un moment plus tard, Noct arriva dans la ville marchande de Rivastar. À ses côtés, Lilith observa le mouvement et commenta avec mépris que la ville semblait bien développée, avec des humains se multipliant comme des vers. Percevant son hostilité, Noct lui demanda de se calmer. Après avoir analysé certaines informations, ils découvrirent que 3000 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient été scellés. Considérant ce long laps de temps, Noct trouva que le progrès de la civilisation était étonnamment en retard. Alors qu'ils marchèrent dans la ville, une voix les appela depuis une ruelle. En entrant dans le lieu et en réalisant qu'il s'agissait de Zélia, le protagoniste lui demanda ce qu'elle avait découvert. Zélia révéla qu'il y avait déjà de nombreux cultistes du labyrinthe cachés dans la ville. Le groupe prévoyait d'ouvrir un portail et d'utiliser des bêtes dimensionnelles pour dévorer un grand nombre de résidents et, ainsi, étendre encore plus le portail. Le protagoniste questionna sur la base du culte, mais elle dut s'excuser, car elle ne l'avait pas encore trouvé. Alors que Noct réfléchissait à la situation, Lily se demanda quelles seraient les instructions. Devons-nous appeler Liana pour extraire des informations des cultistes? En entendant l'idée, Noct trouva que ce serait une bonne option. Dans une rue, un jeune cocher conduisait une petite carriole avec un passager jusqu'à un groupe de cultistes. À son arrivée, il tendit la main en attendant son paiement, mais les cultistes n'avaient aucune intention de lui donner de l'argent. Sans que l'homme ne s'y attende, un des cultistes l'attaqua, lui portant un coup qui le fit tomber à genoux. Si naïf, un idiot aveuglé par la cupidité de ce monde. Ignorant le jeune blessé, le cultiste reporta son attention sur la carriole. « Maintenant, vous pouvez descendre, votre majesté. » Au moment où il fit cette invitation, une flèche le transperça. Le corps du cultiste tomba au sol et ses compagnons regardèrent autour d'eux, alarmés. Ils tentèrent d'identifier d'où provenait l'attaque, mais un par un, ils furent touchés avant même de pouvoir réagir. Un pouvoir caché enveloppa les corps, éliminant tout vestige de leur présence. Les survivants continuèrent à chercher désespérément l'origine des tirs jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin une femme au sommet d'un poteau, brandissant un arc et conjurant des flèches enchantées. Elle visait chacun d'eux avec une précision mortelle, éliminant un cultiste de plus. Elle sourit. « Cela fait un moment, mais il semble que je sois encore doué pour cela, n'est-ce pas ?» Le dernier cultiste restant tenta de reculer, mais se heurta à quelqu'un. En se retournant, il se retrouva face à 3 personnes et, terrifié, demanda qui ils étaient. Le protagoniste sourit, affirmant qu'il n'était qu'un citoyen ordinaire à la recherche d'aide pour trouver un certain endroit. L'homme se figea en entendant la destination que mentionnait le protagoniste, la 5e ville sacrée, Babylone. À ce moment-là, il commença à trembler. Avant qu'il ne puisse donner quelconque réponse, son corps tomba au sol, sans vie. Lilith s'approcha et examina le cadavre, découvrant qu'il avait été empoisonné. Le fait qu'il ait eu recours au poison contre lui-même indiquait qu'il était beaucoup plus résolu que les cultistes qu'ils avaient affrontés auparavant. Cela éveilla la curiosité du protagoniste. Était-ce une loyauté absolue ou simplement un fanatisme aveugle?
C'est alors qu'une voix féminine émergea de l'intérieur de la voiture. Pourrait-il être que vous m'avez sauvé? Ce n'était pas exactement l'intention de Noct, mais il acquiesça à la fille. À l'intérieur de la voiture, elle descendit peu après, révélant de longs cheveux dorés et des yeux bleus qui s'harmonisaient avec sa belle robe. Avec un regard intense, elle demanda au protagoniste: « Si vous m'avez sauvé, cela signifie que vous êtes mon destin. » Lilith roula des yeux en réalisant qu'une autre femme particulière, aussi étrange que riche, avait croisé le chemin de son seigneur. Sans perdre de temps, elle alerta Noct que cette femme était, au minimum, problématique et suggéra qu'il valait mieux l'éliminer. Zélia se moqua de Lilith, disant: « Et depuis quand n'es-tu pas une femme folle non plus ?» La provocation irrita immédiatement Lilith. Le protagoniste dut intervenir pour éviter que les deux ne commencent une bagarre. Se tournant vers la nouvelle arrivante, il se présenta: « Je suis Noct, un chasseur novice. Et vous, qui êtes-vous » La femme saisit les côtés de sa robe et fit une révérence gracieuse. « Je vous prie de m'excuser humblement. Je suis Clary Listania Baltfellen, la première princesse du royaume de Baltfellen, et actuellement je fuis pour sauver ma vie après avoir été la cible d'un attentat. » Le royaume de Baltfellen était la nation qui gouvernait la région où se trouvait Noct. Ce royaume n'existait pas il y a 3000 ans, mais maintenant. C'était l'une des 7 maisons nobles traditionnelles, et la femme devant le protagoniste était la première princesse de ce royaume. Curieux, le protagoniste demanda si elle était vraiment la cible d'attentat. Clary confirma, affirmant que le groupe encapuchonné que Noct avait vaincu avait déjà tenté de l'attaquer à plusieurs reprises. Inquiet, son père avait secrètement préparé une voiture pour l'envoyer vers un palais éloigné. Le protagoniste découvrit le reste de l'histoire sans qu'elle ait dit Neroeto. Besoin de le dire. Le cocher l'avait trahi. Bien que la raison pour laquelle le culte du labyrinthe visait Clary fût inconnue, le protagoniste savait qu'elle serait utile pour trouver Babylone. Il considérait sa grande chance de l'avoir rencontrée car il pouvait l'utiliser. Prenant l'initiative, le protagoniste demanda à la princesse de lui accorder une faveur. Un certain temps après, une voiture se dirigea vers un endroit où se trouvaient quelques cultistes. Ils s'approchèrent du cocher, masqués, demandant si la princesse se trouvait dans cette voiture. Le protagoniste confirma, affirmant qu'ils avaient reçu pour instruction d'amener la voiture jusqu'à l'entrée de Babylone. Les cultistes furent confus, se demandant si c'était réellement l'instruction, mais conclurent rapidement que le plan avait probablement été modifié. En ouvrant les portes pour laisser passer la voiture, ils ordonnèrent au cocher de descendre, lui promettant une récompense à la fin. Le protagoniste remercia, retirant de la voiture la princesse, accompagnée de 2 jolies jeunes filles vêtues comme des servantes. Les 4 suivirent le chemin indiqué, passant par les égouts. Lilith ne comprenait toujours pas pourquoi elle était vêtue de cette façon. Alors, le protagoniste expliqua que des vêtements normaux attireraient l'attention. Zélia, au contraire de Lilith, semblait beaucoup apprécier le déguisement, car il correspondait à la situation. Elle s'accrocha affectueusement au protagoniste. « Je dois bien vous servir, maître. » En voyant les actions de Zélia, Lilith se sentit furieuse de jalousie. Le Beisikon, protagoniste dut écarter Zélia, lui disant de traiter la princesse comme sa maîtresse. Après avoir marché un moment, ils arrivèrent à un escalier qui menait à une entrée. La princesse fut surprise de voir une installation si grande sous la ville, découvrant qu'il y avait une barrière autour de l'endroit. Ils comprirent pourquoi ils n'avaient pas réussi à trouver cet endroit plus tôt. De l'autre côté de la porte, il y avait 2 gardes encapuchonnés. Lilith utilisa une magie pour passer la porte et ensuite utilisa une autre pour faire s'évanouir les gardes. En entrant dans les Diasotrodid lieux, le protagoniste ordonna à chacun de se séparer pour chercher le cristal, laissant les 2 subordonnés ensemble et attisant la jalousie de Lilith. Le protagoniste décida d'aller avec la princesse. Après avoir marché à travers un vaste couloir, le protagoniste suggéra qu'il pourrait être dans un espace dimensionnel utilisé pour les portails. Comme c'était une magie spatiale hautement avancée, le protagoniste présuma qu'il ne s'agissait pas seulement d'un culte. Au moment où le protagoniste était perdu dans ses pensées, il fut frappé dans le dos par un tentacule. Voyant Noct tomber sous l'attaque, la princesse resta incrédule et porta ses mains à sa bouche, entrant en choc. Cependant, dans la seconde suivante, elle fut touchée par un autre tentacule de manière douce pour qu'elle s'évanouisse simplement. Après avoir géré les 2 intrus, plusieurs cultistes s'approchèrent. Certains monstres capturèrent la princesse évanouie, laissant l'autre intrus derrière. Les cultistes emmenèrent la princesse vers une personne appelée Glimmer, présentant Claire, entourée de petits monstres volants. Glimmer, un être humanoïde avec une tête de monstre, loua le bon travail de ses subordonnés, car ainsi, son plan était complet. Les petits monstres s'approchèrent de la princesse, tandis que le gamer planifiait de prendre sa vie. Ces monstres commencèrent à analyser le corps de la princesse, qui était encore endormie, intriguant le gamer avec les informations sur ce spécimen. Bien qu'elle fût encore endormie, il pouvait percevoir qu'une immense quantité de pouvoir magique était en sommeil en elle. En utilisant les petites bêtes dimensionnelles, Jaimer fit en sorte qu'elle lève la princesse. Excellent! Avec ce pouvoir, la ville de Rivastar sera dévorée en un instant. À ce moment-là, une voix résonna dans la salle en réponse à Jaimer. Ce serait un problème. Avant que Jaimer ne s'en rende compte, les petits monstres qui l'entouraient furent éliminés. Jaimer devint extrêmement
extrêmement irrité, regardant dans la direction d'où les attaques avaient été lancées. Il a demandé qui avait osé interférer pendant son repas. Tel une ombre, le protagoniste était enveloppé dans un brouillard cramoisi avec plusieurs pendentifs de la même couleur. Cela devait-il être son repas? Désolé, car vous êtes si vulgaire que je ne l'avais pas remarqué. Peut-être devriez-vous réapprendre les bonnes manières, ô noble des enfers. Dans un autre domaine, Lilith et Zélia trouvèrent le cristal, un exactement comme celui qui avait scellé les deux. Même après avoir versé de tels cristaux plusieurs fois, Zélia se sentait toujours furieuse. Lilith demanda à Zélia de prendre le cristal magique, comprenant ce qu'elle devait faire. Zélia créa un cercle magique au-dessus de sa poitrine. À partir du cercle magique, sa magie unique d'elfe noir fut déclenchée. Avec cette magie, Zélia parvint à récupérer plusieurs cristaux magiques, dorés, débordant d'énergie. Avec les cristaux magiques, elle attaqua le cristal scellant. Immédiatement après l'attaque, le cristal bleu commença à se fissurer. Zélia était très curieuse de savoir qui allait apparaître devant elle, qui sortirait de l'intérieur du cristal. Peu à peu, des morceaux du cristal commencèrent à tomber et une silhouette avec des oreilles d'animal commença à se révéler. Lilith, en voyant ses oreilles, reconnut exactement la compagne qui avait été scellée. Luna, en se réveillant, la commandante du 6e corps de l'armée démoniaque, Luna de la tribu des loups-garous, s'assit par terre, se demandant où elle était. Enfin, Luna se souvint de ce qui s'était passé. « Seigneur Noct, je dois vous protéger. » Lilith posa sa main sur l'épaule de Luna, la rassurant. Elle s'approcha de la compagne, révélant que la bataille était déjà finie, mais que Noct les conduisait maintenant vers une nouvelle guerre. Luna était un peu confuse, car elle ne savait pas grand-chose. Enchantée de voir sa compagne, Gisèle l'enlaça. « C'est exact, et dans cette guerre, Luna, tu vas aussi travailler dur. » Après avoir secouru la confuse Luna, Lilith les mena de nouveau aux côtés de leur seigneur. Aux côtés de Jaimer, les cultistes étaient incrédules de revoir le protagoniste, car ils étaient convaincus de l'avoir éliminé auparavant. Jaimer était irrité par ses subordonnés inutiles. « Inutile! La prochaine fois, faites le travail correctement. Cette fois, laissez-moi vous montrer comment cela doit être fait. » Jaimer créa un portail, d'où, immédiatement, diverses bêtes dimensionnelles ressemblant à des méduses sortirent. Sur son ordre, toutes attaquèrent le protagoniste. Élevant la main, Noct créa une sphère cramoisie. En un instant, la sphère déborda d'une puissante énergie qui frappa précisément chacune de ces monstres, les éliminant tous. Le protagoniste provoqua Jaimir. « Vous n'avez pas dit que vous alliez montrer comment cela devait être fait ?» Jaimer n'arrivait pas à croire qu'il avait échoué. Lui qui avait été noble d'un royaume, lui qui malgré ce culte était le candidat pour devenir l'un des 20 généraux des étoiles. Un noble maître de portail, Jaimer, refusait d'être humilié. Utilisant toute l'énergie qu'il possédait, il fit apparaître des dizaines de monstres devant lui. Devant tant de monstres, le protagoniste sourit, voyant qu'il pourrait être un peu ardu de tous les gérer. À ce moment-là, un pouvoir surgit dans la salle où le protagoniste avait été attaqué et la princesse Cap unie. Les 3 commandantes se téléportèrent là-bas. Regardant autour d'elle, Lily remarqua que Noct n'était pas là. Elle regarda Zélia, irritée, lui demandant si elle n'aurait pas dû se téléporter là où se trouvait la magie de Noct. Zélia ne pouvait pas faire mieux, car toute Babylone était dans une dimension alternative. C'est pourquoi elle ne pouvait pas cibler une cible avec autant de précision. À ce moment-là, Luna affirma qu'elle savait où se trouvait Noct. « Il est en danger, je dois le sauver !» Luna commença à grincer des dents furieusement. En un instant, elle se précipita vers le protagoniste, faisant en sorte que ses compagnes mangent de la poussière. À ce moment, le protagoniste essayait d'éliminer les dizaines de monstres convoqués par Gamer, mais à chaque monstre qu'il vainquait, une nouvelle dizaine apparaissait. Voyant Noct avoir des problèmes à affronter ces bêtes dimensionnelles, Gamer se moqua de lui. « Quel est le problème, noble? Face à mon attaque, tu es complètement sans défense. » Le protagoniste dut faire face aux monstres qui surgissaient les uns après les autres. Il aurait préféré tous les brûler d'un coup, mais s'il utilisait une attaque à grande échelle, il toucherait aussi la princesse. Il se contenait, car Claire serait une pièce utile, donc il ne voulait pas la perdre. En se contenant, le nombre de monstres que Noct devait affronter augmenta de plus en plus. Voyant qu'il avait pris le contrôle du combat, Gamer éclata de rire éloquent. « Voilà ta punition pour m'avoir irrité. Maintenant, sois éliminé. » Soudain, plusieurs stalactites furent créées par Gamer, qu'il lança en direction du protagoniste. Cependant, avant qu'elles ne le touchent, elles furent détruites en plein vol. Jaimer ne comprit pas ce qui s'était passé, mais réalisa enfin qu'entre lui et son adversaire, une fille aux oreilles de loup était apparue. Cette fille était très en colère. « Maître Noct, que fais-tu avec le maître Noct? Vous tous, je vais vous anéantir tous. »